Je remercie les organisateurs de, de ce beau moment qui nous réunit encore aujourd'hui pour les indépendances du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. En fait, bon, je pense que tout a été dit parce que bon, j'ai entendu les camarades qui ont largement débattu sur les problèmes qui se passent actuellement au Congo-Brazzaville. Donc, bon, ma déclaration se portait sur les indépendances jusqu'à la révolution noire mondiale. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que, bon, aujourd'hui, en parlant des indépendances, on se rend compte aujourd'hui que le Congo-Brazzaville est indépendant, certes, mais ça ne s'est pas arrêté au Congo-Brazzaville, hein, parce que l'Afrique, je dirais, on a tous vécu les indépendances presque au même moment. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle mon propos se tiendra sur l'Afrique en général. Voilà. Donc bon, la question que je me pose aujourd'hui, c'est déjà de savoir, l'Afrique est-elle véritablement indépendante? C'est cette question que nous devons nous poser. Alors, l'Afrique est un continent de toutes les calamités, continent de tous les maux. Ce tiers-monde, du tiers-monde, c'est ce que nous appelons actuellement le tiers-monde. L'Afrique est qualifiée de tiers-monde aujourd'hui. Pourquoi? L'Afrique apparaît comme un continent maudit par des guerres civiles, par la famine, l'analphabétisation, la mortalité infantile, un peu partout. Des milliers de réfugiés et de personnes déplacées, le regard perdu, les yeux tournés vers on ne sait quel mirage, vers on ne sait quel miracle. Voilà le tableau désolant qu'offre le continent africain en ce début de nouveau millénaire. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes parce que là, j'ai du mal. Alors, mais qui met donc la poudre au canon? Qui a intérêt à voir l'Afrique se déchirer? Et si les Africains étaient eux-mêmes responsables de leur situation? Voilà autant de questions qui défilent dans mon cerveau comme sur un écran. Je refuse de croire qu'une certaine fatalité pèse sur l'Afrique. Je me refuse d'être considérée comme une partisane de l'afro-pessimisme. En même temps que je me garde de rejeter sur les autres la responsabilité des malheurs de l'Afrique, j'estime cependant que la situation que provoque en Afrique est artificiellement créée. En fait, les Africains ne gèrent pas eux-mêmes leur propre destin, car l'Afrique n'est pas indépendante, selon moi. Il est vraiment regrettable que plusieurs années après ce qui était considéré comme étant l'une des plus grandes révolutions du XXe siècle, en l'occurrence la décolonisation, les États africains soient toujours dans une situation de subordination la plus abjecte. Les incursions dans la souveraineté des États africains se multiplient de plus en plus sous divers aspects. Ingérence humanitaire, aide au développement, assistance, etc. Bref, le néocolonialisme opère à visage découvert aujourd'hui. En effet, c'est depuis les années 60 qu'ont commencé les déclarations d'indépendance des États africains. Il faudrait même aller au-delà de cette date, car la décolonisation a commencé en Afrique bien avant les années 60. Aujourd'hui, 57 ans après l'indépendance, on réalise que les États africains ne présentent en réalité aucun signe témoignant de la jouissance de cette indépendance. L'indépendance africaine est donc un mensonge. L'évaluation des 57 années d'indépendance, de la soi-disant indépendance africaine, cette évaluation n'est pas très positive parce que dans les faits, il n'y a pas d'indépendance. Tout ce qui a été dit sur 57 années d'indépendance n'est que mensonge. Il y a une parodie d'indépendance, alors qu'une véritable indépendance aurait impliqué un retour à ce qu'il y avait avant le colonialisme. Une révolution culturelle est nécessaire si Kama désire devenir indépendant. Sur le plan religieux, les Africains se doivent de comprendre que si leurs ancêtres ont été colonisés, torturés et massacrés afin de les forcer à accepter la colonisation, ils ont également été torturés, massacrés, maltraités pour qu'ils changent de religion. La décolonisation religieuse est indispensable. La décolonisation de l'Afrique, c'est donc 57 années de gaspillage, mais il n'est pas trop tard pour commencer. Peut-on véritablement dire que les États africains sont souverains? C'est une question existentielle. En vue des enjeux auxquels font face nos pays actuellement, les retards qu'il y a d'observer dans les secteurs, à mon sens, souverains, ce qui n'est pas du sens de nos États, tels que l'éducation, la santé, la culture, la sécurité alimentaire, l'eau et la sécurité, met en lumière la mauvaise compréhension ou la mauvaise foi que font nos dirigeants sur le concept de la souveraineté. En dehors des secteurs que j'ai cités au plus haut, il faut également y ajouter la monnaie, qui est le nerf de la souveraineté du peuple. La souveraineté étant le critère de l'État, on n'est pas
loin d'affirmer qu'en Afrique, il n'y a pas d'État. Cela d'autant plus que la proclamation de l'indépendance, l'hymne national, le drapeau, la mise en place d'un appareil gouvernemental ou d'un réseau de missions diplomatiques ne suffit pas pour asseoir la souveraineté d'un État. Il n'y a d'État que ceux qui sont souverains, c'est-à-dire qui gèrent leur propre destin. Il y a d'États indépendants que ceux qui sont aptes à assurer leur sécurité, à garantir l'ordre et la paix à l'intérieur de leurs frontières, à assurer leur survie en tant que collectivité indépendante. Les États évoluent dans un milieu où il n'existe aucune autorité garante de l'ordre international et où il faut presque entièrement s'en remettre à ses propres forces pour assurer sa survie et défendre sa souveraineté. Or, la défense de la souveraineté implique l'entretien de forces armées et le développement de moyens de sécurité sur ce plan. L'Afrique se caractérise par ses moyens de sécurité et de défense dérisoires d'une grande insécurité. L'intervention étrangère en Afrique est si flagrante qu'elle n'échappe pas à la vue du dernier des idiots. Pourquoi tous ceux qui veulent devenir président doivent être approuvés, bénis par l'ancien ou l'actuel dirigeant qui est en réalité le colon? Ce genre de président que Malcolm X appelait la hausse nègre maison, se sentent incompétents, mais veulent diriger par mandat et en réalité une procuration donnée par l'ancien maître colonial. La colonisation est la continuation de l'esclavage avec un nom différent. Ensuite est venu le néocolonialisme où on trouve 80% des ressources du pays indépendant détenues par les anciens colons. Ces pays sont dirigés par des nègres maisons indéniant leur propre culture. Les pays africains sont donc dirigés comme dans le temps de l'esclavage de la colonisation. L'indépendance de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'une illusion onirique. Mais le combat n'est pas perdu, car les Africains ne jetteront pas le manche. Les Africains souffrent de problèmes d'identité culturelle. Pour se libérer et reconquérir toute leur gloire, les Africains doivent prendre conscience. Les Africains doivent prendre conscience. Nous avons ceci en commun entre nous les Africains. Nous avons notre ennemi commun, c'est notre oppresseur, le même exploiteur et le même discriminateur. Nous devons tous nous mettre d'accord afin d'exclure et d'isoler complètement notre ennemi commun, cette dictature militaire. C'est cela qu'il faut que nous comprenions, vous et moi. Le peuple n'a pas besoin d'armes nucléaires, pas besoin d'avions à réaction. Ils n'ont pas tous cet armement lourd que possède l'oppresseur, mais ils ont l'unité. Si nous arrivons à imposer silence à nos petites divergences mesquines pour s'entendre sur un point, ainsi donc, nous devons nous entendre et mettre fin aux querelles qui nous opposent, car les Africains ont beaucoup de divergences sur comment mener la chose. Toutes les petites disputes que nous avons, nous devons les régler entre nous, au sein de nos équipes respectives, car on ne laisse pas l'ennemi savoir que l'on est en désaccord. Au lieu de laver notre linge sale en public, nous devons comprendre que nous appartenons tous à la même famille. Notre continent continue de souffrir de fragilité de nature à freiner son développement économique et à entretenir la violence armée. C'est contre cette dictature militaire de fait que les Africains doivent se mobiliser et se lever. Les élections frauduleuses mettent en lumière des sombres pratiques qui sont la corruption, la violence et l'incurie des régimes dictatoriaux en Afrique. Les dictateurs africains se comportent comme des pompiers pyromanes par leur implication directe au gré des intérêts occidentaux dans des conflits meurtriers en Afrique. Je pourrais prendre l'exemple du Burundi, du Congo-Brazzaville, le Congo-RDC, le Gabon, etc. Ceux qui veulent que les choses changent, si c'est vraiment leur désir, ne peuvent plus continuer à vouloir avoir raison les uns contre les autres dans une ambiance de détestation cordiale ou d'indifférence généralisée. Dénoncer chacun dans son coin ne suffira jamais. C'est pourquoi nous sommes obligés de réunir les énergies, disposées à aller dans le même sens, sous un leadership nouveau et responsable pour engager la lutte pour reconquérir de notre espace confisqué et détourner vers la satisfaction des besoins et projets des multinationales qui non seulement ne sont pas les nôtres, mais qui sont surtout contre notre progrès collectif. La révolte est donc le seul moyen de lutte pour de nombreux pays africains, afin de recouvrir la liberté, le progrès et la justice en Afrique. À la lumière de ces quelques faits, je réaffirme haut et fort que la révolution devant les abus politiques et judiciaires peut quelquefois être la seule issue pour l'avancement et la reconnaissance des droits fondamentaux. La révolte des Africains deviendra une véritable révolution panafricaine. La révolution est fondée sur la terre. La lutte révolutionnaire ne se mène jamais en attendant l'autre jour. La révolution n'est jamais fondée sur l'amour des ennemis et le pardon des offenses. En révolution, il n'y a jamais de compromis. La révolution ne se fonde jamais sur des négociations. La révolution ne reconnaît aucune forme de gradualisme.
La révolution ne consiste pas à supplier une société ou un système corrompu de nous accepter dans son sein. La révolution renverse les systèmes. Il n'est pas sur cette terre de systèmes qui se sont montrés plus corrompus, plus criminels que ce système dictatorial imposé aux Africains, qui tue et qui ravage des millions d'Africains. Le mouvement d'émancipation doit être amorcé par les Africains, car le peuple africain ne doit pas être étouffé et écrasé au nom des intérêts économiques et politiques occidentaux. Ainsi donc, le nationalisme panafricain et d'une conscience d'émancipation africaine doivent se répandre à travers tout le continent, dans ses moindres parties. Jeunesse consciente et engagée de la diaspora. Chers parents, citoyennes et citoyens, nous avons pratiqué la règle de silence pendant trop longtemps. Quand on veut contraindre un peuple à accepter son insignifiance, il se doit de réagir. Notre peuple a été provoqué. Le pouvoir autiste de nos dictateurs, de nos nègres maisons multiplie depuis des décennies sorties et propos attentatoires à notre cohésion collective. Sous prétexte de préserver la stabilité des pays, ils ensemencent au contraire les germes de la division et de l'instabilité à travers leurs fous supporters désemparés. Les forces patriotiques ont toujours su déjouer les ambitions démesurées et les folles aventures des politiciens qui se sont crus à un moment donné investis de pouvoir messianique pour diriger le peuple comme bon leur semble. Levons-nous pour signifier notre refus de voir notre continent sombrer dans le déshonneur, la dictature et la violence. Le peuple mobilisé a toujours gagné à la fin. Aujourd'hui encore, il va gagner. Et le prélude de cette victoire doit être imminente. En avant pour une démocratie vraie, pour la dignité et la liberté de notre peuple. Ensemble, on n'est jamais seul. Notre nombre est notre force. Ingeta. Merci à vous.